journal en français. D'ici là, restez en compagnie des programmes de la radio d'ici et d'ailleurs. Dans quelques instants, votre rendez-vous dominical, l'air du temps, Alassane Samba Diop à la présentation. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Alors, commencez chaque journée avec le goût d'une bonne tasse de Nescafé classique, fait à partir des meilleurs grains de café et torréfié à la perfection pour vous offrir cet arôme et ce goût unique que vous adorez, pour vous aider à commencer en force et tirer le meilleur de chaque journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Gémeaux, le prêt à vivre. Waaw mané déglu leen jàmm la mbaa yëg ngeen li xew ubbite école bi ñëw na Gémeaux jóg taxaw ci seen wet yamuñu foofu de déglu leen yii xewal chettt soo jëndee benn t-shirt ñu may la beneen t-shirt xanaa ay wax day jeex nga jënd benn jean ñu wàññi la 50% ci beneen jean bi ci topp xanaa doo xool chaussures de sport yëpp ñu wàññi ci 6500 ak yeneen i offre yu exceptionnel préparé leen gaaw rentrée des classes bi te seen xaalis du jeex daw si leen gaaw profito ci lii ndax lii dina amati Gémeaux nekk zone de captage su wetu EMG Universal Auto woo ñu ci 76 555 62 52 76 555 62 52. Gémeaux, le prêt à vivre. Ganesha, librairie papeterie. Ganesha pour une rentrée scolaire exceptionnelle. Des fournitures scolaires, cahiers, livres, stylos, crayons, cahiers de travaux pratiques. Tout le matériel scolaire disponible chez Ganesha. Des sacs à dos, cartables, tout y est. Ah mbokk yi yéen a doon wax ni rentrée des classes bi da ngeen daan jaaxle ren ci ay njëkk yu mucc ayib lépp am na librairie papeterie Ganesha. Librairie papeterie Ganesha rek ci fourniture scolaire. Yéen parents yi livre xale yi ngeen di soxla vous les parents matériel scolaire bi ngeen di soxla pour seeni doom lépp am na librairie papeterie Ganesha nekk Sicap Karak en face Yàlla Sourène Sicap Karak en face Yàlla Sourène moo leen noppal woote leen librairie papeterie Ganesha au 77 606 99 55 ou le téléphone fixe 33 864 0014 mail falentreprise@gmail.com mën ngeen ñoo xool ci Facebook Ganesha, une rentrée des classes spéciale, une rentrée des classes avec douceur, pas de difficulté pour les parents ni les élèves. Lépp lu xale yi di soxla ci njàngum école ma nga librairie papeterie Ganesha. UCAO, Institut supérieur de gestion Saint-Michel, établissement privé d'enseignement supérieur de référence dont les diplômes sont accrédités par l'ANAQ-Sup et ou le CAMES, vous offre des diplômes de valeur internationale en licence, haute études comptables et financières, licence comptabilité, sciences de gestion, droit des affaires, transport logistique, informatique de gestion, réseau et système informatique, sciences politiques et relations internationales, gestion des organisations, sciences de l'information. En master, haute études comptables et financières, comptabilité finance, audit et contrôle de gestion, management de la qualité et projets innovants, banque assurance microfinance, administration et échanges internationaux, informatique de gestion, droit économique et contentieux des affaires, marketing digital et e-commerce, gestion des ressources humaines. UCAO Saint-Michel s'est renforcé avec de nouvelles reconnaissances au CAMES au titre de l'année 2022. 5 licences et masters CAMES et 5 licences et masters ANAQ-Sup. Les inscriptions sont ouvertes du lundi au vendredi à Saint-Michel, 17 rue Saint-Michel, Dakar Plateau, UCAO Saint-Michel, révélateur de talent. L'air du temps, votre émission hebdomadaire sur e-radio. Ce dimanche 1er octobre 2023, les thèmes vont porter sur les fêtes religieuses au révélateur du marketing politique. Les coulisses de ces rencontres en vue de la présidentielle 2024, le parrainage et la pléthore de candidatures. L'instabilité au Sahel menace-t-elle la sécurité du Sénégal? Ce dimanche, Alassane Samba Diop reçoit Birahim Gueye, professeur titulaire des universités, agréé en sciences de gestion, spécialiste en management stratégique, développement commercial et entrepreneuriat, et Hamidou Sambaba, chargé de cours en sciences politiques à EJICOM, à l'UFR, CRAC, UGB, l'UCAO et à l'Institut Madiba, ISM. Il est auteur de 3 livres, Testament poétique, Journal d'un Pikinois indigné en 2014,
et Afrique, enjeux des relations internationales en 2015. L'ère du temps, c'est ce dimanche 1er octobre 2023 sur iRadio avec Alassane Samba Diop. Dimanche 1er octobre 2023, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur notre chaîne, sur notre antenne iRadio 90.3. Avec plaisir, nous accueillons aujourd'hui Birahim Gueye, qui est professeur titulaire des universités, agrégé en sciences de gestion, spécialiste en management stratégique, développement commercial et entrepreneuriat, avec aussi Amidou Sambaba, qui est chargé de cours en sciences politiques. Il enseigne dans beaucoup d'instituts au Sénégal, à l'EGICOM, à l'ISM, entre autres, Institut Mandeba. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Nous sortons du Gamou. On a vu le défilé des hommes politiques chez les familles religieuses. Des discours ont été faits et dits là-bas. Les interprétations vont dans tous les sens. Birahim Gueye, les fêtes religieuses, est-ce que c'est des moments de marketing pour les politiciens? Bonjour Alassane. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de participer à cette émission, qui est une émission importante, qui permet d'éclairer sur des sujets qui intéressent la population sénégalaise. Donc c'est toujours important parfois de venir donner notre avis sur un certain nombre de questions. Je remercie aussi Moussa Ba, avec qui nous avons le plaisir de partager cette émission, bien entendu. Je salue les Sénégalais qui nous écoutent et tous ceux qui, par les différents canaux que vous avez, vont pouvoir suivre cette émission. Vous parlez de marketing politique ou marketing des politiciens. Je me dois de faire une précision d'abord concernant le terme marketing. Je pense que nous avons parfois une manière erronée de prononcer ou d'entendre ce mot. Il ne faut pas confondre marketing et racolage. Le marketing, c'est une fonction, c'est une science qui transcende l'ensemble des fonctions de l'entreprise, qui va de l'étude jusqu'à la gestion après achat, si on raisonne d'un point de vue entreprise. Quand on parle de marketing, ça recoupe plusieurs aspects, plusieurs éléments qu'on ne saurait limiter à la dimension communication. Et malheureusement, on a parfois l'habitude de considérer toute action visant à manipuler, à soumettre, à faire en sorte qu'on accède à quelque chose d'indu. On a l'habitude de parler de marketing. Il est important qu'on fasse cette précision. Le marketing est une science noble, parce que finalement, c'est quoi l'objet du marketing? C'est de confronter un besoin et de lui trouver une offre. Faire en sorte que les acteurs qui sont en situation de besoin soient identifier les possibilités qu'ils ont de pouvoir satisfaire à ce besoin et de leur trouver une réponse adéquate compte tenu de leur situation sur le plan économique, sur le plan de leur situation géographique, sur le plan de leur situation sociologique. C'est ça, faire du marketing. Donc, parler de marketing politique, du fait que des hommes politiques vont participer à ces événements religieux, serait à la limite restrictive, sinon exagéré, que de parler de marketing politique. Je disais tout à l'heure que, est-ce que ce n'est pas du racolage? On peut considérer que les événements religieux sont, comme iRadio, comme ITV, sont des médias. Un média, c'est une tribune qu'on offre pour vendre une image, pour vendre une destination, pour vendre des idées. Et comme le ferait d'ailleurs iRadio, comme le feraient d'autres entreprises, comme le feraient d'autres personnalités qui ont quelque chose à vendre, les gens vont participer à ces événements pour passer un message, parce qu'ils savent qu'ils sont écoutés par des convaincus et des non convaincus. D'ailleurs, quand on voit ce que cela suscite comme réaction, comme débat, ces événements, c'est parce que c'est important d'y aller et de parler, d'autant plus que ce n'est même pas un moment où on va parler de programme, où on va parler d'idées, où on va parler de quelque chose qui pourrait apporter
des éléments de jugement auprès de la population. Donc, il faut y aller, il faut se faire voir, il faut présenter sa marque. Donc, c'est une opération de communication. Et je pense que c'est tout à fait normal que les hommes politiques, comme le font les hommes, les acteurs économiques, les médias, les entreprises, aillent là-bas pour aussi accéder à une tribune et pouvoir afficher leurs produits. Donc, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le voir. Maintenant, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où tout est mis en spectacle et il faut aller là où on peut se mettre en spectacle pour pouvoir accéder à une certaine visibilité et que les hommes politiques le fassent. Je n'y trouve rien de mal, c'est tout à fait normal. Maintenant, aux acteurs qui sont chargés de décrypter, de faire la part des choses, pour permettre aux gens qui n'ont pas forcément les capacités de comprendre véritablement le sens de ces actions, de pouvoir mieux appréhender de telles actions. Oui, certains estiment que c'est des moments de campagne déguisée, des hommes politiques qui viennent chercher entre guillemets des voix pour se faire entendre, comme l'a dit Birahim, mais chercher des voix, séduire, avoir un soutien entre guillemets. Parce qu'on a vu le khalife général des Tidjanes dire que, bon, puisque le président Macky Sall est venu le présenter à Amadou Ba, il considère Amadou Ba comme le futur président. Il y a eu aussi des réactions de notre côté en disant, voilà, le khalife a pris position. Ah non, c'est pas lui qui décide. C'est pas le khalife qui décide de ce qui va se passer en 2024. Ce sont les électeurs. Donc on n'est plus dans la logique de souveraineté de droit divin, ou en tout cas qui est en rapport directement avec le religieux. Je pense que c'est des moments où les hommes politiques cherchent à se faire voir. C'est ce que je retiens de ce que le professeur vient de dire tout à l'heure, mais parce que c'est tout à fait normal, on est dans une configuration d'un champ politique où il y a plusieurs sous-groupes. Et vous savez, dans la perspective de Max Weber, il y a 3 formes de pouvoir qui charrient la société. Il y a la légitimité légale rationnelle portée par les gens qui sont allés à l'école, c'est les professeurs d'université, c'est les journalistes, c'est les gens qui ont le bac, le master, le doctorat et tout ce qui va avec, qui portent une partie du pouvoir et qui décident. Il y a une deuxième forme de légitimité qui existe, c'est la légitimité traditionnelle. Et c'est dans cette légitimité traditionnelle-là qu'on retrouve grandement les confréries de façon générale. Parce que le khalife, il est là parce que son grand-père était là. Et qu'il hérite de ce pouvoir symbolique-là parce que tout simplement, il fait partie de la famille. On ne regarde pas les autres considérations principalement et on regarde les critères de l'âge, je pense. Et donc les gens vont, pour en tout cas profiter de cette proximité avec cette deuxième forme de légitimité. Et il y a une troisième forme de légitimité dont parle Max Weber dans ses idéotypes, c'est la légitimité charismatique. Je pense qu'ils essaient de jouer sur les deux tableaux, la légitimité traditionnelle qui consacre ses confréries, y compris par exemple les communautés lébou ou dans certains villages au Sénégal, qui fait que voilà, celui qui décide, il a en tout cas un pouvoir symbolique. Donc ils sont sur scène, le professeur l'a dit, et ça me fait penser à Marc Abelès aussi, le pouvoir sur scène, la politique du spectacle. Donc les gens viennent se faire voir parce qu'ils savent que derrière l'électorat les écoute. Et on n'est pas dans des configurations où l'électeur est fondamentalement rationnel et qui va faire son choix sur la base d'un programme quantifié, programmé sur des délais, sur des projets. On n'est pas dans cette logique et on est dans un champ politique. Il faut occuper l'espace. Et s'il y a les télés qui viennent, posez-vous la question. Pourquoi le président se sent obligé d'aller voir les khalifes? Et on annonce qu'il va voir les confréries parce qu'il y a cette légitimité traditionnelle-là. Il faut qu'on les voit ensemble. Il peut aller les voir sans que tout le monde soit au courant. Ils ont cette possibilité-là. Pourquoi cette communication autour de cette action? Et tous les hommes politiques qui viennent ou les acteurs économiques qui viennent entrepreneurs, chacun va faire en sorte de montrer que moi j'ai participé à telle hauteur pour que les fidèles, entre guillemets, regardent, ah oui, ils sont proches de notre. Donc pour qu'il y ait un message subliminal derrière, il faut que, ah oui, lui, on peut lui faire confiance parce qu'il est proche de mon guide, il est proche de tel. Et par le passé, en tout cas, ça a marché avec la communauté mouride où on parlait d'un vote qui est plutôt, en tout cas, homogène. Voilà. Ce n'est plus le cas, peut-être il y a un éclatement progressif, mais je pense qu'ils y vont parce qu'ils ont un intérêt politique qu'ils cherchent sur le moyen et court terme. Et là, ici, le court terme, c'est 2024. Donc, ils ne veulent pas, et tout le monde veut exister. C'est normal. Justement, avec 2024 à ligne de mire, est-ce qu'on voit dans ces positionnements des batailles d'opinion
pour avoir le plus de voix par rapport à telle confrérie, et même au sein des confréries, aussi des positionnements de certains guides religieux par rapport à tel ou tel politicien. En fait, M. Ball disait à juste titre, aujourd'hui, quand ces hommes politiques vont participer à ces événements ou vont rencontrer ces leaders religieux, c'est dans une certaine mesure pour jouer sur leur position de grands votants, comme si on parlait comme aux États-Unis. Mais cette réalité, je pense aujourd'hui n'est plus valable au Sénégal, où le vote n'est plus homogène. On a même presque l'impression que ça induit à l'effet inverse. Quand on donne des ndigles, pour parler comme avant, on a l'impression que les gens font outre. Parce que, oui, je pense qu'on est dans une situation sociologique et médiatique telle que les gens sont plus informés, plus initiés, comprennent davantage les enjeux et savent qu'on est plus dans des rapports de classe que dans des rapports de religion. Donc, je ne vais pas voter parce qu'un tel que je considère être dans une classe différente de la mienne m'aurait demandé de le faire, même si c'est mon guide religieux. Les rapports sont segmentés. Et si on ne comprend pas cela, on fait fausse route. Cela déduit à quoi? C'est une prise de conscience de plus en plus des talibés ou bien des religieux? Qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait un effritement de ces appels-là? Non, c'est une combinaison de facteurs. C'est l'éducation. Les gens ont été éduqués, ont accès à l'information de manière beaucoup plus importante. Aujourd'hui, il y a une floraison de moyens de communication. C'est aussi Internet, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a des voix discordantes, des voix qui tentent à démontrer les contradictions dans les discours de ces hommes religieux et qui les montrent, comme je parlais tout à l'heure, dans leurs conditions de privilégiés dans un contexte où les talibés vivent le dénuement le plus total. On ne peut pas comprendre qu'au Sénégal, l'espoir soit perdu parce qu'il faut le dire, nous sommes dans un pays où les jeunes n'ont plus espoir. Au même moment, on voit une consommation ostentatoire de la part de certaines catégories sociales. On ne peut pas comprendre dans cette condition, en fait dans cette situation-là, que les gens suivent aveuglément ou continuent de suivre aveuglément des ndigles, et c'est la raison pour laquelle ils ne vont plus le faire. Donc c'est l'éducation, ce sont les médias, c'est Internet, c'est aussi une prise de conscience que l'amélioration de notre condition de vie ne dépend pas de la manière dont on nous donnerait des suggestions de vote ou autre, ça dépend d'autres choses et les gens ont envie de prendre leur vie en main, ont envie de prendre leur destinée, ont envie de croire à autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, si on ne fait pas attention, c'est même ce pouvoir traditionnel, ce pouvoir charismatique aussi de certains leaders qui va s'effriter et qui va complètement en déliquescence dans la mesure où il faut savoir prendre de la hauteur et ne plus continuer à donner des ndigles de manière aveugle parce que les gens ne vont plus continuer à les suivre si les rapports de classe sont comme ils sont aujourd'hui. Est-ce que c'est l'effritement justement de ce pouvoir religieux sur les talibés, les ndigles qui étaient considérés comme étant une injonction pour suivre cet effritement-là? Est-ce que c'est pour ça qu'on voit des contre-feux aujourd'hui? Parmi aussi ceux qui sont dans les confréries, qui disent que oui, les confréries sont menacées au Sénégal, parce que quelque part, peut-être il y a d'autres gens qui ont notre discours. Je ne pense pas qu'elles soient menacées, parce que là, c'est déjà ancré dans la tradition et la culture. Non, le pouvoir des confréries qui est menacé. Oui, l'effritement du pouvoir. Oui, mais il faut qu'il y ait d'autres voix discordantes. Même s'il y a effritement, mais quand même, il faut prendre l'autre aspect. Les politiques là, qui vont se faire voir auprès des marabouts, les marabouts techniquement n'ont pas besoin d'eux. S'ils veulent de l'argent, il y a des fidèles qui leur donnent déjà de l'argent. C'est juste plutôt de l'ordre du symbolique. Mais il y a un autre aspect. Si vous mettez à dos les confrères ou les marabouts, ils ont une capacité de nuisance. Et donc les politiques sont dans une stratégie très claire. Dans cette configuration-là, c'est eux qui ont besoin des marabouts et des confréries. Et peu importe les polémiques qui vont venir après, ils veulent qu'on les voit ensemble. On a vu en son temps Abdoulaye Wade, la République assise, ou la République couchée, ça a fait une polémique quand il est venu voir. Alors qu'il est dans une logique de politique, il veut s'assurer de la fidélité de certains et en tout cas éviter leur pouvoir de nuisance. Parce que Robert Dahl dit dans un autre livre que si on est dans une société moderne,
il y a plusieurs groupes qui doivent aller ensemble pour pouvoir diriger. Parce que la légitimité légale rationnelle seulement ne suffit pas. La légitimité traditionnelle seulement ne suffit pas. Sinon, un marabout qui va se présenter au présidentiel va gagner. Mais ils ont besoin d'autres formes de pouvoir. Le patronat, qui n'a été élu par personne, mais parce que vous êtes chef d'entreprise, vous avez une capacité à financer des activités politiques ou à mobiliser tout cela. Donc, on est dans une logique de quête du pouvoir et il faut voir dans la configuration institutionnelle, mais aussi les rapports souterrains. Parce que ici, si vous êtes juste professeur à l'université, pourquoi le professeur Ibrahima Fall n'a jamais percé? Alors qu'il avait un bon programme selon beaucoup d'observateurs. Mais il est de la légitimité légale rationnelle, mais du point de vue symbolique, il manque d'autres choses. Et Robert Dahl dit, c'est ce qui fait que les groupes font des coalitions entre elles. On parle de polyarchie. C'est plusieurs oligarchies qui se mettent ensemble. Et dans une certaine mesure, vous ne pouvez même pas diriger sans les groupes riches, que ce soit les familles les plus riches, que ce soit aux États-Unis, c'est valable, famille Vanderbilt, famille Rockefeller, tout ça, même s'ils ne s'affichent pas, mais c'est eux qui financent. Si c'était seulement Obama, avec son doctorat, il n'aurait pas pu financer une campagne électorale. Alors que quelqu'un comme Trump a pu percer parce qu'il avait le pouvoir financier. Donc, si c'est déformé, ça devient de la plutocratie, c'est vrai, mais c'est une tractation très intelligente que les hommes politiques font pour trouver un équilibre. D'abord, on se fait voir. Qu'il y ait des retombées ou pas, d'abord, on ne se les met pas à dos pour commencer, au minimum en fait. Maintenant, après, on va faire sur le terrain. On va occuper les autres espaces symboliques, les médias, le terrain, les porte-à-porte, les meetings et tout ce qui va avec. Et tout ce qui peuvent nous apporter telle ou telle chose, les groupes, les associations, les GIE, ils ne sont pas bêtes. C'est très intelligent de leur part. Aujourd'hui, on a 129 candidatures déclarées. Si on parle de se faire voir, il y a quand même, c'est extraordinaire au Sénégal, même si c'est une déclaration de candidature. Le parrainage peut-être sera là pour réguler tout ça. Le Conseil constitutionnel aussi va aussi faire jouer sa partition. Mais comment peut-on comprendre qu'il y ait autant de candidatures au Sénégal? J'allais dire de manière très triviale, personne n'est dupe. C'est un jeu d'acteurs, pour parler comme Crozier. Ce qu'on cherche, c'est se mettre en scène, se faire voir, se faire reconnaître pour demain gagner des bénéfices strapontins, des bénéfices symboliques ou pouvoir occuper un poste, je sais pas, de ministre ou de député ou de quelque chose. Ce n'est que ça. Après, c'est exagéré quand même d'en arriver à 129. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de banalisation du poste du président de la République, ou bien c'est ceux qui occupaient le poste qui ont tellement banalisé que chaque Sénégalais pense qu'il peut? Non, en fait, je ne pense même pas que ce soit cela. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un jeu d'acteurs. Nombreux sont parmi ces 129 qui savent très bien qu'ils n'ont pas forcément les éléments essentiels pour diriger le pays. Ce n'est pas forcément par manque de compétences. Peut-être qu'ils ont tous les compétences qu'il faut, mais il peut y avoir beaucoup d'autres éléments, la dimension symbolique, la dimension financière, le réseau qu'il faut, l'expérience qu'il faut, etc. Il y en a qui manquent de ces éléments-là. Mais il faut se mettre en scène, arriver à montrer aux gens que j'ai de l'ambition pour mon pays, après aller négocier des choses. Dans l'absolu, moi je suis tenté même de dire que ce n'est pas une mauvaise chose que les gens se déclarent de cette manière-là, qu'ils montrent qu'ils ont envie de prendre en charge la vie des gens et que ceux parmi lesquels nous décelerons des compétences et des capacités pour diriger seront là pour diriger et les autres occuperont d'autres fonctions. Moi, je ne suis pas du genre à considérer que c'est mauvais. Voilà. Maintenant, après, il y a le jeu des parrainages, il y a le jeu même de la sélection naturelle qui se ferait et les gens vont en fait voilà, certains qui peuvent et qui ont la capacité vont sortir du lot et ce seront eux les candidats. Moi je ne trouve pas de problème par rapport à ça. C'est rigolo, ça fait rire, mais ce n'est pas un problème pour moi. Est-ce que le fait que le Sénégal ait des ressources comme le gaz, le pétrole et la perspective de tout ça, est-ce que ça peut pousser certains aussi à vouloir y aller? Oui, c'est une possibilité. Bon, je n'ai pas écouté les motivations, en tout cas, de tous ceux qui se sont déclarés candidats à la candidature. Mais c'est une possibilité, ça ouvre des perspectives. Même si je pense que les gens doivent avoir une vision beaucoup plus lucide que ça. Le pétrole ou le gaz ça va pas faire des miracles. Pour construire un pays, c'est à l'échelle du long terme
hein, c'est sur 100 ans, 200, 300 ans. Donc, on ne sera naturellement pas là. Mais je trouve que c'est une situation très intéressante parce que c'est un moment de publicité pour beaucoup. C'est déclaré candidat, automatiquement, ça fait que les gens vont s'intéresser à ce que vous faites. Vous regardez ce que vous faites. Par exemple, moi, je me suis beaucoup arrêté sur la candidature, par exemple, de Mamoudou Ibra Kane et de Anta Babacar Ngom, par exemple. C'est des gens qui sortent des entreprises et ça fait de la publicité pour moi, gratuite pour eux. Et donc, c'est ce que beaucoup d'acteurs comprennent. Ça, pour aller plus loin, il y a des gens, par exemple, qui se mettent en position parce que c'est des passagers clandestins. Je l'ai dit la dernière fois, ils veulent faire partie dans une possible dans un second tour, autant pour moi, faire partie de ceux qui ont, par exemple, on va prendre le candidat le mieux placé et on va dire qu'on le soutient. Comme ça, on va prétexter qu'on a servi à quelque chose, alors que si on regarde à l'échelle des résultats, bon, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même pas gagner dans leur quartier. Mais si on regarde de plus près, avant les candidatures, c'était les administrateurs civils, les avocats. Mais si on regarde bien aujourd'hui certaines candidatures, on constate quand même qu'il y a les gens qui ont géré des régies financières au Sénégal, qui sont candidats, Mamboy Diao, Ousmane Sonko, vous prenez, s'il est retenu, Amadouba, si vous prenez aujourd'hui Birima Mangala, Abdoulaye Daouda Diallo qui avait des velléités. Mais pourquoi les gens qui gèrent les régies financières sont aussi attirés par le pouvoir aujourd'hui? Mais parce que l'argent est un levier de pouvoir. La politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens et l'argent est le nerf de la guerre. Et à un moment donné, si vous vous retrouvez dans les cercles du pouvoir, que vous soyez directeur de telle ou telle autre chose, c'est tout à fait normal pour quelqu'un d'ambitieux de viser plus haut. Et pour quelqu'un qui a été ministre ou directeur, c'est quoi la prochaine étape? Être président. Pour moi, c'est tout à fait normal et ça n'a pas spécifiquement un rapport pour moi avec le fait de gérer les régies financières. Pour moi, c'est juste une question plutôt d'ambition et d'avoir envie de continuer la vie politique. Parce qu'il faut se projeter. Tous ces gens qui se positionnent, qui sont soit frondeurs aujourd'hui, demain, sont dans une logique de repositionnement parce qu'il y a un régime qui va sortir, il y a un pouvoir sortant, il faudra reconfigurer. Et je vous dis qu'il y a depuis 60 jusqu'à présent des satellites qui tournent autour du pouvoir. C'est des logiques d'acteurs qui font qu'ils ont des intentions parfois qui ne sont pas vraiment affichées. Ils ne veulent pas être président parfois, mais ils savent qu'ils ont une capacité de nuisance. Que ce soit au sein de Benno, vous voyez les voies de dissidence, ils savent qu'il y a une capacité de nuisance. Quand on a vu comment Abdoulaye Daouda Diallo, je le soutiens, mais je ne parle pas nommément de la personne. Tout ça, on est dans les logiques d'échec d'acteurs très intéressants. Et il faut avoir un peu de recul pour ne pas être perdu par ce jeu-là. Parce qu'ils sont sur scène, ils veulent le pouvoir, ils sont dans des interactions de pouvoir. Et c'est tout à fait normal que chacun, en tout cas, selon son agenda personnel, va déclarer sa candidature pour qu'il y ait une négociation pour y retirer. D'autres vont dire ça à demi-mot pour que la personne vienne discuter. Après, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'en cas de victoire, qu'est-ce qu'on fait? En cas de second tour, qu'est-ce qu'on fait? On est dans des logiques vraiment de green room, quoi, les chambres vertes, les négociations de coulisses et tout ça. Et c'est très intéressant. Il faut les regarder et voir, on verra. Et même, moi, je trouve que le fait d'avoir des élections est déjà problématique parce que l'élection n'est pas démocratique. Ça exclut de fait beaucoup de gens. Et c'est ce que Daniel Gaxi appelle le sens caché. Les pauvres sont exclus de fait. Les jeunes, les pas du tout diplômés, sauf à quelques exceptions près, sont exclus des jeux de pouvoir et des processus de décision, et y compris les femmes. C'est pourquoi il faut lire quelqu'un comme Carole Padman, le contrat sexuel, et ça revient sur ces faits-là. Dans la logique originelle de la démocratie, ce n'est pas les élections, c'est le tirage au sort. C'est le tirage au sort. Donc, sur des postes où il y a des compétences, on prend les gens qui sont compétents et c'est à ce niveau-là qu'il y a élection. Mais pas au niveau de, comme on dit, et c'est des principes de base, isonomia, isocratia, isogoria. Tout le monde a normalement, en tant que citoyen, la possibilité de demander à participer dans la construction nationale. On ne doit pas décider qui est présidentiable, qui ne l'est pas. Vous êtes citoyen, peu importe ce que vous faites, tant que vous êtes dans vos droits civiques, vous avez le droit de participer. Ce n'est pas au Sénégal de dire aux gens, telle personne n'a pas assez d'expérience, telle politique a... Non, je trouve que ça, on est dans les logiques d'oligarchie.
Les hommes politiques n'ont rien de plus. Ils ont été dans les mêmes écoles que tout le monde, dans les mêmes universités, ont les mêmes diplômes, les mêmes aspirations. Donc on ne devrait pas professionnaliser le métier politique, en tout cas sur certaines questions. On devrait déprofessionnaliser même certains postes. Ouais. Je rappelle que vous suivez l'Air du temps, que vous soyez aujourd'hui Biram Gueye, professeur titulaire des universités, agrégé en sciences de gestion, spécialiste en management stratégique, développement commercial et entrepreneuriat, et Amadou Sambaba, qui est chargé de cours en sciences politiques dans beaucoup d'instituts d'école. Sur le choix de ceux qui vont aller conquérir les voix des Sénégalais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit des gens qui sont dans la régie financière et des hommes d'affaires, qui sont vraiment dans le Serigne Mboup, les Ablaye Sylla, entre autres, tous veulent devenir des présidents de la République. Qu'est-ce qui peut motiver tout ça? Chacun de nous, dans sa trajectoire professionnelle, passe par des étapes. Donc, quand on arrive dans la sphère professionnelle au début de sa vie professionnelle, on n'est motivé que par la tâche que nous avons à l'intérieur de notre entreprise. Progressivement, on gravit les échelons, on devient chef d'équipe, directeur général. À un moment donné, on devient président de son entreprise. On a fait le tour et arrive un moment où on a envie d'éprouver ses capacités et sa légitimité en dehors de la sphère originelle. Et quand vous regardez ces différentes personnalités, ils sont autour de la cinquantaine, ils ont fait le tour derrière eux. Ils ont envie, de par leur expérience, de par leur vécu, de par leur capacité, de mettre peut-être leurs compétences et ce qu'ils pensent avoir comme ressources au service d'une communauté plus large. C'est pour ça qu'à un moment donné, soit on s'investit dans le cercle familial, dans le cercle religieux pour devenir imam, pour devenir ceci ou cela, ou bien on s'investit en politique pour être chef de quartier, être responsable dans un département, etc. Et pourquoi pas pour devenir président de la République. Je pense que il faut pas, et je suis tout à fait d'accord avec lui, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette logique de professionnalisation de la vie politique ou des hommes politiques, ou considérer que les responsabilités sont destinées à une caste de profession ou à une catégorie de personnes. Je pense que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit des personnes qui viennent de la régie financière, que ce soit des hommes qui viennent du secteur informel, que ce soit des professeurs d'université ou autres, ils ont le droit de pouvoir être candidats et d'avoir un projet pour le Sénégal. Je pense que ça, ce n'est pas le problème. Le problème se situerait dans une perspective de passagers clandestins, comme il le disait. Si les intentions ne sont pas nobles, et si on veut y aller pour négocier derrière et tirer des marges arrière, comme si on parlait de stratégie de distribution, c'est ça qui est mauvais. Et malheureusement, il y en a parmi eux qui sont dans cette position-là. C'est ça qu'il faut regretter. Mais sinon, le fait de voir ces personnalités-là vouloir diriger le Sénégal, moi, je ne trouve pas de mal par rapport à cela. Est-ce que souvent, il n'y a pas aussi de logique de prédation aussi? Non, il y en a. C'est pour ça qu'on parle de passagers clandestins. Il y en a parmi eux. Maintenant, c'est à nous de déchiffrer et de décrypter ce que les gens proposent. C'est pourquoi on attend le moment des propositions programmatiques pour voir qui peut et qui ne peut pas, qui offre une perspective pertinente et qui n'en offre pas. Et c'est peut-être là le rôle... moi, je suis désolé de voir que dans nos médias, on préfère faire des commentaires autour de qui est candidat, qui n'est pas candidat, mais pas de... Le programme. Voilà, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'ils proposent? Et malheureusement, c'est ça qui exclut, qui rend illégitime certaines catégories de personnes, alors que si on écoutait leur programme véritablement, peut-être qu'on y verrait quelque chose de plus solide. ITV reçoit tous les vendredis un candidat qui vient dire c'est quoi il propose. Je pense que c'est important d'aller dans ce sens-là. Quels sont les échéanciers? Mais je me demande même, vu le temps qui reste d'ici les élections, est-ce que c'est... Bon, je ne vais pas être le directeur des programmes de ITV pour dire c'est suffisant, c'est pas suffisant, mais que ce soit ITV, que ce soit les autres, c'est important, comme le font les médias en Occident, en France en particulier, que tous les jours, que les gens aient la possibilité
d'avoir un aperçu sur ce que les gens proposent. Et malheureusement, on n'a pas suffisamment de contenu qui permette aux gens de pouvoir décider. Et finalement, si on n'a pas de contenu, on va décider à la tête du client et ça serait mauvais pour le Sénégal. Justement, à la tête... oui, allez-y. C'est le rôle des médias, des professionnels des médias, d'organiser ce débat public-là qui nourrit, en tout cas, et permet d'éclairer le choix des électeurs. Parce qu'il suffit juste d'organiser des débats. Ça peut s'organiser avec un média ou plusieurs, on en voit, où les candidats qui sont partants viennent débattre. Les débats ont déjà démarré ici à ITV. Mais je voulais voir des confrontations, par exemple. Le pléthore de candidats et les parrainages. On a commencé à voir déjà les parrainages ont démarré, les gens sont partis retirer. Mais il y a un truc assez intéressant avec le parti PASTEF. Ousmane Sonko, qui ne peut pas, comme l'a dit la DGE, il ne peut pas retirer parce qu'il n'est pas électeur, disent. Mais ils ont envoyé au moins 4 ou 5 personnes qui sont venues retirer les parrainages pour un parti qui est dissous. Quelle analyse peut-on faire de ça? Mais c'était pour moi, en tout cas, j'attendais ce coup-là. Parce que c'est très facile de s'avouer vaincu, alors que j'avais dit la dernière fois que j'étais venu ici que c'est des règles du jeu. Les règles du jeu, c'est qu'il faut rester dans le jeu politique. Maintenant, il faut développer des stratégies. Les stratégies ici, c'est que le pouvoir a utilisé, par exemple, les moyens légaux, on va mettre ça entre guillemets, et administratifs, pour les exclure. Maintenant, on oublie que derrière, ce qui a amené PASTEF dans cette dynamique actuellement où ce parti est écouté par une grande partie de la population, surtout la jeunesse, mais il y a quand même une intelligence dans la démarche. Et donc, dans cette même intelligence-là, moi, je trouve très intéressant qu'il y ait d'autres membres de PASTEF qui ne sont pas exclus des listes. Donc, cet argument-là ne pourra pas être utilisé une deuxième fois et qui leur permet de rester dans le jeu. Et dans le pire des cas, Sonko, qu'il soit en prison ou pas, va être faiseur de roi. Comment on analyse ça? Il va peser dans le jeu. Moi, cette situation. Moi, je pense que, je ne suis pas politiste comme M. Ba, je vais faire une analyse de citoyen, si vous voulez, marketing. Moi, je pense qu'il y a une audience très importante qui est favorable au parti PASTEF ou ex-parti PASTEF, c'est selon, et qui a envie de faire entendre sa voix. Et c'est bien, je pense, réfléchi de la part des responsables de PASTEF que d'avoir proposé des alternatives qui pourraient maintenir cette possibilité-là. Et comme dit M. Ba, oui, Ousmane Sonko sera roi ou faiseur de roi. C'est beaucoup de plans B qui sont proposés. Non, mais c'est une très bonne chose parce que, à tort ou à raison, ils considèrent qu'ils sont attaqués, qu'ils ne sont pas traités de manière juste. Donc, autant brouiller les pistes et faire en sorte qu'on n'identifie pas c'est qui le dauphin, c'est qui le plan B, pour parler comme les autres, et avoir plusieurs plans, ce qui permettrait d'avoir au moins quelqu'un qui serait porte-étendard du projet PASTEF, comme on le dit souvent, et qui permettrait de pouvoir aller chercher le suffrage universel des Sénégalais. Et je pense que il faut... Bon, malheureusement, c'est un parti qui a été, cannibalisé par des discours haineux, parfois portés par des gens qui se réclament du parti, au point qu'on n'a pas écouté le message de PASTEF, au point qu'on n'a pas écouté la proposition programmatique de Ousmane Sonko. Je pense que nombreux sont les gens qui n'ont pas lu son livre Solutions et qui ont un discours sur la personne ou sur la manière de faire. Et peut-être, d'ailleurs, dans une logique de confrontation, ce serait bien qu'on confronte les débats et qu'on confronte ces positions-là. Peut-être qu'il y a énormément de choses qui pourraient être profitables au Sénégal. Mais attaquer systématiquement sur la base d'une approche ou d'une manière, moi, je trouve que ce n'est pas forcément quelque chose de bénéfique pour le Sénégal. Est-ce que, par exemple, Guy Marius Sagna pourrait être le plan B? Parce qu'on a vu la tournée qu'il a faite en France. Pour quelqu'un qui dit France dégage, que tu retrouves à TV5, France 24, dans les médias, dans les rues de Paris, il y a quand même des choses, des questions à se poser. Oui. Et exposition médiatique par rapport aux autres. Oui, mais c'est tout à fait normal. L'idée ici, c'est de développer. Ouais, Sonko, c'est le programme, focus. À partir du moment où il a dit focus 2024, c'est devenu le mot d'ordre. Maintenant, on l'a exclu.
En tout cas, pour l'instant, en termes de timing, je ne vois pas comment ils vont corriger ça. On va aller en litige et tout, c'est vrai, mais comment on va régler? Mais il faut rester dans le jeu. Mais on reste dans le jeu en n'étant pas prévisible. C'est une des 48 lois du pouvoir. Il ne faut pas être prévisible. Jusque-là, je pense, Sonko a été très prévisible pour moi. Et c'est ce qui fait que ça a été facile de le neutraliser, même si c'est de façon provisoire. Parce que c'est le jeu qui est comme ça. La case prison fait partie du jeu, tout ça. On est dans des rapports de force. Parfois, il y a des dommages collatéraux. Et la tournée de Guy en France. Mais Guy Marius Sagna est un outsider intéressant, je trouve. Ça, il peut faire très mal. Il a un discours qui porte. Si on compare en analyse de contenu ce que Sonko a dit pendant des années et Guy Marius Sagna sur certaines questions, il y a des points de convergence. C'est pas pour rien qu'on a pu le porter aux législatives et tout cela, parce qu'il y a des points de convergence, même s'il n'est pas de Pastef, et il peut faire très mal en termes, parce qu'il faut exister dans le jeu. Et lui, il peut exister. Quelqu'un d'autre comme Bassirou Diomaye Faye aussi peut exister. Moi, je pense plus sur... Est-ce qu'il peut être le plan B? Alors, oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité, mais il faut, pour moi, au niveau de la stratégie, eux, ils n'ont pas intérêt à dire qui est le plan B. Mais dans les faits, peut-être qu'il l'est, parce qu'il est en train de faire une tournée, et on sait que le terrain, c'est là où le jeu se passe. Le jeu politique, oui, il est médiatique, il est ceci, cela, c'est vrai, mais il y a du terrain à faire, et il est en train de le faire. Il a commencé. On va voir comment il va continuer. Est-ce que quand il va revenir après la diaspora, est-ce qu'il va faire le tour des régions? Et à partir de ce moment-là, on pourra savoir que techniquement, c'est lui qui a été désigné, mais en interne. Parce qu'ils sont traqués sur les réseaux, et quand on sait que vous êtes le plan B, maintenant, on commence à... Parce que c'est le jeu qui est comme ça. Donc, si votre message est public et interprété par votre adversaire, il faut rendre ce message-là flou. Brouiller les pistes, comme le professeur a dit. Bref, il pourrait être le plan B, lui, Guy? C'est une possibilité. Moi, ce qui me concerne, non seulement c'est une possibilité, mais ce serait une très bonne chose. Je ne suis pas conseiller des gens de Pastef, je n'ai aucun lien avec Pastef, mais je pense qu'une candidature de Guy Marius Sagna serait bienvenue au Sénégal. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il est relativement jeune. Deuxièmement, parce qu'il fait croire et il a un charisme naturel qui fait de lui un porte-étendard d'un discours nouveau sur l'Afrique et qui a potentiellement, contrairement aux idées reçues, Guy Marius Sagna est quelqu'un qui se documente beaucoup, qui lit beaucoup, qui comprend beaucoup de choses et qui a une culture sociologique très profonde au Sénégal. Moi, je dois témoigner, je ne le connais pas personnellement, on n'a jamais parlé, lui et moi. En 2017, j'ai organisé une rencontre dans un hôtel de la place qui portait sur le sujet de la distribution, avec l'arrivée des grands magasins, etc. À l'époque, il y avait le débat autour de France dégage, etc. etc. Au cours du débat, je vois M. Sagna assis derrière, tout doucement, qui a écouté du début à la fin les échanges. C'était un plateau composé de professeurs d'université, spécialistes du marketing, de professionnels de la distribution, des acteurs des associations de consommateurs, etc. Il est assis, il a écouté du début à la fin, il est parti sans dire mot. Une approche très instructive pour moi, parce que c'est quelqu'un qui ne se limite pas seulement à faire des coups ou à être dans la guérilla, mais il est aussi quelqu'un de très réfléchi et qui pourrait très très légitimement porter un projet de société qui serait un projet alternatif avec ses points forts et ses points faibles. Mais pourquoi pas? Je pense qu'on a besoin quand même, dans un contexte où ce sont des régimes militaires qui sont en train de prendre le pouvoir dans certains pays, que des gens accèdent avec un discours alternatif, un discours différent, que ces gens-là aspirent à devenir leaders de nos pays et proposent peut-être d'un modèle différent. Donc c'est pour ça que je pense que ce serait une très bonne chose que Guy Marius Sagna soit candidat. Mais justement, ce sont ces discours alternatifs qu'on entend en Afrique, dans le Sahel aujourd'hui. Pour le dernier point. Guy Marius vient avec un discours alternatif, mais dans le Sahel, les militaires qui prennent le pouvoir ont aussi quelque part le même discours alternatif. Pour moi, ils ne sont pas crédibles. Est-ce que justement, l'instabilité du Sahel aujourd'hui peut avoir des conséquences dans notre pays, dans notre sécurité intérieure? Il y en a déjà.
Il y en a déjà parce que on est obligé de tenir compte de ce qui se passe autour de nous. En tant qu'État, on ne peut pas déménager. C'est-à-dire que moi, je donne tout un principe de base en géopolitique. Le Burkina dit qu'ils ont déjoué il y a 2 jours un attentat, j'ai vu. Mais moi, ce que j'essaie de dire ici, c'est que même si les militaires ont un discours alternatif, ça n'a rien à voir quand on écoute, par exemple, Guy Marius Sagna, qui est un civil, et un militaire qui accède au pouvoir par la force pour venir nous servir un discours réchauffé. Pour moi, ce discours, tout ça, que ça soit pour Sankara, que ça soit pour les présents, moi je considère, je ne vais jamais oublier que Sankara, il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Mais n'oublie pas aussi que ceux qui parlent de discours alternatifs dans nos pays s'identifient un peu à Sankara aussi. Hein? Oui, mais Sankara, au moins, en termes de contenu, d'idées... Non, mais Guy Marius Sagna se réfère davantage à Mamadou Dia qu'à Sankara. Oui, mais c'est quelqu'un qui est profondément ancré dans des valeurs et dans l'histoire politique sénégalaise. Non, moi, ce n'est pas quelqu'un qui est en déconnexion avec l'histoire politique du Sénégal. Maintenant, par rapport à l'idéologie... par rapport à l'idéologie du souverainisme, oui, pourquoi pas. Sankara a un discours souverainiste. Pourquoi pas. Il peut y avoir, je pense, une place au souverainisme au Sénégal. Non, moi, je veux juste un point de précaution. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas d'amalgame entre le discours de Guy Marius Sagna, un civil qui est dans notre champ politique social sénégalais, avec des militaires qui sont arrivés au pouvoir. Pour moi, ça c'est déjà une précaution à faire. Maintenant, en termes de contenu, on a écouté Sankara. Sankara a écrit des livres, je ne sais pas s'ils ont lu. Sankara a des idées très structurées sur beaucoup de choses, comme bien des gens. Hein? Mais moi, je n'oublie pas ce fait-là. Comme quand je regarde De Gaulle, c'est la même chose. Même si les gens le prennent comme référence. De Samen André Mirado. Voilà, l'idée, c'est de ne pas occulter une partie de la réalité. Pour juste en tirer une partie. Ce ne serait pas honnête, intellectuellement parlant. Et donc, on regardera les idées. Pour moi, les idées qui émergent un peu partout dans la sous-région, ce n'est pas des idées nouvelles, hein, pour moi. C'est des choses qu'on a déjà entendues. Et c'est tout à fait normal qu'on comprenne comme référence des gens qui sont charismatiques. Il faut le dire, Sankara, comme Mandela, comme des gens comme le Dalai Lama, le pape, c'est des gens qui ont l'autre forme de pouvoir, le charisme. Donc, ils sont cités partout. Donc, il ne faut pas vraiment s'arrêter sur ce premier aspect-là, mais il faut regarder en termes de contenu, en termes d'idées, comment ces gens-là peuvent permettre qu'il y ait un renouvellement du débat public, ce qui est très bien. Maintenant, je pense que ça pourrait être intéressant, mais on va voir, parce que là, c'est en cours, on va regarder. Est-ce que l'instabilité du Sahel est un facteur d'inquiétude pour le Sénégal? Bien naturellement. Je pense que d'abord, c'est parce que ce sont des parents qui vivent dans ces différents pays. Nous avons des relations très très fortes avec ces pays qui sont aujourd'hui dans un contexte d'instabilité, de tension et surtout avec des conséquences terribles au niveau des populations. En cours, c'est déjà terrible ce qui se passe dans ces pays-là, mais c'est aussi quelque chose qui pourrait arriver au Sénégal et qui est un risque. Et il faut se prémunir contre ce risque-là, effectivement, en ne mélangeant pas, en ne faisant pas d'amalgame sur les profils des gens. Et il a parfaitement raison, M. Bad, d'insister sur le fait que les hommes politiques qui aspirent à diriger le Sénégal, y compris ceux de PASTEF ou de ex-PASTEF, sont des civils. Ils veulent accéder au pouvoir par la voie démocratique. Ça, c'est important à dire. Et au Sénégal, il nous faut garantir les conditions de paix, maintenir un climat favorable qui ne ferait pas que notre pays soit exposé à ces risques-là. Bien sûr, c'est un risque, mais il faut de toutes parts qu'on soit capable de faire face et de ne pas laisser le pays à la merci d'une telle situation qui pourrait être chaotique. En interne, on peut dire peut-être que ce n'est pas des réfugiés, mais on voit beaucoup d'étrangers qui s'installent au Sénégal, à côté de chez nous, ici, près du lycée Blaise Diagne, des Nigériens qui sont des réfugiés. Là-bas. Il y en a plein ici, dans la rue de Dakar, en fait, des gens qui viennent de la sous-région. Ce sont des réfugiés, qu'on les appelle comme ça ou pas, ce sont des réfugiés parce qu'ils ont fui leur pays, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité, parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour avoir une vie décente, parce qu'ils ont des problèmes économiques, ils sont réfugiés pour venir au Sénégal.
Et malheureusement, tant que ce n'est pas qualifié comme tel par des instances souvent occidentales, on ne les considère pas comme des réfugiés, ce sont des réfugiés, et il faut avoir un plan pour gérer ces réfugiés-là. Et dans les rues de Dakar, on voit aussi des jeunes sur des motos Jakarta qui ne sont pas authentiquement des Sénégalais, comme on peut. C'est des étrangers qui conduisent les Jakarta, les 3 roues, les 5 roues. Peut-être qu'on ne fait pas attention avec la foule. Si on peut arriver à identifier au faciès qui est sénégalais et qui ne l'est pas. Je pense que ça peut être dangereux comme démarche d'un point de vue politique, mais du point de vue de la gestion publique, on peut arriver à documenter, en tout cas à mieux documenter la présence des acteurs économiques, leur origine, leur trajectoire et tout cela. Ça permettrait de mieux gérer et surtout ça pourrait être très utile parce qu'on est dans une dynamique sous-régionale très instable et il faut anticiper, parce que quand il y a un problème au Mali, c'est notre problème. Ouais. Quand il y a un problème au Niger, il ne faut pas dire que c'est pas à côté. Oui, c'est notre problème. Parce que ce qui se passe là-bas, ce qui se passe dans tous les pays du monde, doit servir, en tout cas pour les politiques, de lieu de benchmarking, qui permettent de piocher par-ci, par-là, qu'est-ce qui n'a pas marché ici, qu'est-ce qui a amené l'instabilité au Niger, qu'est-ce qui a amené le problème au Mali, en Centrafrique, en RDC, pour en tirer des leçons institutionnelles et savoir que ça, c'est des démarches à ne pas faire, parce que la sécurité, c'est quoi? Il y a 2 dimensions. Il y a la dimension objective, c'est l'absence de menace sur les valeurs centrales d'un État. C'est Barry Bouzan qui le dit. Maintenant, la dimension subjective, c'est que est-ce que les citoyens, eux, ils se sentent en sécurité? C'est-à-dire que l'absence de peur de menace sur les valeurs centrales d'un État. Et quelles sont nos valeurs centrales? Si la question, on veut répondre à la question, est-ce que c'est un facteur d'insécurité? Oui, c'est un facteur d'insécurité parce que les Sénégalais voient ce qui se passe ailleurs. Quand quelque chose se passe aux États-Unis, s'il y a un man shooting aux États-Unis, les Sénégalais sont au courant. Donc, ça pourrait faire l'objet de benchmarking pour mieux réguler la circulation des armes légères en Afrique de l'Ouest. Vous regardez, il y a un coup d'État au Niger, à tel. Qu'est-ce qu'il a amené? Il y a un problème au niveau de la gestion néo-patrimoniale du pouvoir, la confusion entre l'argent public et l'argent privé, le résultat des politiques publiques. Il y a un ami qui est au Niger qui me disait dernièrement, quand il y a eu le coup d'État, j'essaie de comprendre un peu plus ce qui se passait, qui me dit, entre tel endroit et tel endroit, à Niamey, il y a plus de 5000 conseillers qui ne font rien du tout, mais qui ont, voyez, 5000 personnes en termes de masse salariale qui ne font rien du tout. Et il est nigérien, il est sur place, et on discutait de ce débat, de la situation du Niger au forum. Et il me dit, mais non, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Le Niger est classé parmi les pays les plus pauvres, et il y a une classe dirigeante qui pense que l'argent public leur appartient. Et donc cette confusion-là, c'est-à-dire qu'on peut en tirer des leçons. Une meilleure gestion, en termes de réduction des comptes, en termes de transparence avant, pendant et après gestion publique. On peut trouver des moyens de ce chaos-là, de ces problèmes-là. Il y a des leçons politiques, institutionnelles et administratives à tirer. Et donc, pour que les Sénégalais se sentent en sécurité. Est-ce que justement on tire ces leçons de ce qui se passe ailleurs, compte tenu de la situation nationale aujourd'hui, où on parle de fonds Covid, où il n'y a pas eu de procès, il n'y a rien eu. Est-ce que ces facteurs-là peuvent être aggravants dans la gestion intérieure du pays? Le sentiment d'impunité, mais surtout le sentiment de non-sécurité, peut être nourri aussi par la croyance qu'il y a des gens qui sont dans la configuration de pouvoir tout faire sans que cela ne soit audité, traité, jugé, et que s'il y a des dérives, que les gens soient jugés éventuellement. On a ce sentiment-là parfois au Sénégal en voyant la manière dont les deniers publics sont gérés, et effectivement ce qui s'est passé avec le fonds Covid et les résultats de ces audits qui sont sortis et qui jusqu'à présent ne donnent pas l'impression d'être suffisamment pris en charge, c'est désolant. Et ça aussi, ça renforce une certaine manière de percevoir le pouvoir politique, le pouvoir, l'État. Et effectivement, ça crée ce sentiment d'insécurité, parce que l'insécurité
c'est aussi le fait de vouloir manger et de ne pas avoir de quoi manger et de sentir des gens détourner de l'argent. C'est le fait de vouloir du travail et de ne pas en avoir au point de prendre des pirogues pour tenter l'expérience vers l'étranger. C'est le fait de voir la manière dont nos hôpitaux sont configurés. C'est le fait de ne pas avoir de visibilité quand on est dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur. Personne ne peut vous dire dans quelles conditions l'année académique, l'année scolaire va se dérouler. Oui, les parents sont stressés, sont inquiets et aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il y ait une offre suffisamment claire de la part des hommes politiques et de la part de ceux qui aspirent à devenir les responsables de ce pays-là. Donc oui, il faut arriver à avoir un traitement correct des deniers publics, c'est ce qui permettrait d'avoir un Sénégal plus vertueux. Voilà, le temps que nous est imparti est terminé. Merci à mes invités. Je remercie Birame Gueye, comme je vous disais, professeur titulaire des universités, agrégé en sciences de gestion, spécialiste en management stratégique, développement commercial et entrepreneuriat. Amidou Sambaba, chargé de cours en sciences politiques. Il enseigne dans beaucoup d'instituts, l'ISM et JECOM entre autres. Merci monsieur, je vous souhaite un bon dimanche. À la technique, Salih Oudem, micro. iRadio, xibaar yu wér te wóor. ngeen di toppandi rajo benn waxtu moo jot toftaloo ci fukki waxtu ak benn ab jukkib xibaar ñi daal di koy dore rek lu daal di soxal meññeef gi